Rebonjour YouTube, nous voici de retour pour la suite des questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes toujours le 24 juin 2026. On est toujours en canicule, ça change pas. J'espère que vous vous hydratez bien de votre La côté. séance est Et nous, on va... reprise. L'ordre du jour appelle la discussion selon la procédure Quoi? d'examen simplifié en Attendez, j'ai un application de problème. l'article 103 du règlement de deux projets. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. L'Assemblée... Vous aurez remarqué que l'Assemblée nationale a repris son travail juste avant le Sénat. Hein. Comme quoi, il y a un petit décalage au Sénat. Je me disais, dis donc, il a changé de voix, Gérard Larcher. Bon, bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent. En attendant, YouTube, si tu apprécies ce format des questions au gouvernement, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner pour lui donner plus d'importance. Les chronos sont attestés. Ok. Hop, ça fonctionne, c'est bon. Mes chronos fonctionnent. Nous allons pouvoir vérifier s'il y a un dépassement du temps de parole. Bonne séance à tous. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Eh oui. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Au nom Twitch du de bureau, Saflil, j'appelle abonnez-vous. chacun de vous à observer au cours de nos échanges les valeurs essentielles pour nous, le respect des uns et des autres, et une valeur pratique, le respect du temps de parole. N'est-ce pas, Gérard? Vous bénéficiez d'un hémicycle au climat tempéré, je vous le rappelle, cet après-midi. La parole est à notre collègue Jacques Fernic pour le groupe écologiste. Il n'a pas apprécié la blague, des territoires. Sébastien Lecornu. Et donc on commence par les écologistes. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il y a des records dont personne ne peut être fier. Hier, c'était la journée la plus chaude de l'histoire, cette nuit aussi, et ce printemps, le plus chaud jamais enregistré. Qui peut s'en étonner puisque les scientifiques nous l'annonçaient depuis des décennies. Ils nous disent aujourd'hui que ces canicules-ci apparaîtront bien clémentes au regard de celles des décennies à venir. Seule la réussite de la neutralité carbone pourra conjurer le chaos. Nous avons détraqué le climat par nos énergies fossiles et ce climat détraqué s'impose à nous tous. Avec le climat, on ne compose pas, on ne mégote pas, on ne reporte pas, on ne transige pas. Protéger ici et maintenant et adapter, s'entraîner, c'est ce qu'exigent les Français en surchauffe, les personnes vulnérables dans les logements fournaises, les enfants des classes invivables, les travailleurs exposés, les services d'urgence sursollicités et nos infrastructures qui souffrent. Madame la ministre, je ne vais pas épiloguer sur les insuffisances, les stop and go, les reculs, les désengagements qui sont derrière nous. Certains très récents, je pense au fonds vert, au fonds climat territorial, à MaPrimeRénov' ou encore l'ADEME, CEREMA, l'OFB, qu'il faut conforter et non déstabiliser. Le choc caniculaire nous oblige tous à un nouvel élan, une puissante détermination collective. La nation ne peut pas laisser ses collectivités locales assumer seules, démunies en première ligne pour les mesures d'urgence et les transformations structurelles. C'est le message fort qu'a délivré notre Sénat par sa commission d'enquête d'Olivier Henno et Thomas Dossus sur l'investissement des collectivités. Madame la ministre, nos communes, nos intercos, nos régions ont besoin d'un État à la hauteur. Allez-vous fixer nettement le cadre, les obligations, les normes, les limites pour protéger les enfants, les salariés exposés les plus vulnérables? Allez-vous programmer pour les collectivités territoriales les 3 milliards de surcoût de l'adaptation estimés par le rapport Pisani-Ferry-Mapouze? Ne soyons plus à la ramasse, ne soyons plus dépassés. Votre gouvernement est-il déterminé à changer la donne? Il a dit Hamas. Je donne la parole à Madame la C'est un ministre islamo-gauchiste. de la Transition écologique, Madame Barbu. Voilà, bah, ça va être une réponse molle. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, effectivement, cet été nous rappelle que nous n'avons pas été à la hauteur au niveau mondial des efforts qu'il aurait fallu faire pour ne pas arriver à ces extrêmes que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons effectivement les conséquences de ce dérèglement climatique puisque nous avons été collectivement incapables de tenir l'objectif de 1,5 degré d'augmentation des températures. J'ai cru qu'elle allait aussi, finir sa question. Et ça, c'est clair, Enfin, que l'Europe est en première ligne de cette surchauffe et des dérèglements climatiques si on le prend sur la question des augmentations de température. Vous avez aussi raison, et je partage ce constat, ce que nous vivons ici est un avant-goût de ce qui va arriver dans les années à venir, puisque d'ici 2050, c'est 5 fois plus de vagues de chaleur que nous vivrons chaque année comparé à ce que nous vivons aujourd'hui.
très clairement, l'État, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Les plans nationaux d'adaptation au changement climatique qui ont été mis en œuvre, on en est à la version numéro 3, puisque les 2 premiers ont été terminés, le 3e est en cours d'application. Je rappelle que 185 mesures de ce plan ont déjà été exécutées, doit nous amener aussi à réfléchir à la question des moyens. Et c'est clair que là, je vais le dire comme je le pense, c'est un mur d'investissement qu'il va falloir que nous acceptions de regarder collectivement. Ce mur d'investissement, il est tant pour l'État que pour les collectivités et les individus. Et monsieur le sénateur, je dois vous dire que sur les collectivités, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont, je pense aux plus petites d'entre elles, très démunies. Et c'est pourquoi nous avons décidé que 50% du fonds vert cette année irait uniquement au financement des collectivités locales de taille petite, de préférence. Par ailleurs, par ailleurs, faut conclure, s'il vous plaît. D'accord, je termine. Ah oui. Bon, la prédiction est déjà validée. La parole est à notre collègue. Première François question, Bonhomme, la prédiction pour le est déjà groupe Les validée. Républicains. Et donc, on y va avec les Républicains. François Bonhomme. Est-ce qu'il... il s'est perdu, François. Je valide la prédiction dès que Madame je la lance le ministre, chrono. chaque année, le même scénario se répète et se confirme dans de nombreuses écoles. Des classes surchauffées, des élèves éprouvés par la chaleur, des enseignants contraints de faire cours dans des conditions dégradées et des communes sommées de trouver une solution. Dans ce contexte, la question de l'équipement des écoles en dispositifs de climatisation est clairement posée. Certes, la climatisation a longtemps été décriée sous l'angle de son impact environnemental. Ces arguments ont trop souvent conduit à une inertie dans la décision publique, alors même que les technologies, d'une part, ont évolué, et d'autre part, qu'aujourd'hui, grâce à notre électricité nucléaire, nous avons de l'électricité décarbonée. Cette approche a conduit de fait à retarder l'équipement de nos écoles. Aujourd'hui, la situation exige à la fois de sortir de l'idéologie et des tergiversations pour garantir au moins la continuité de l'enseignement dans les écoles. Alors, monsieur le ministre, madame la ministre, j'aimerais savoir où en êtes-vous et je vous demande, face au réchauffement climatique, considérez-vous désormais la climatisation comme un équipement de résilience à part entière pour les bâtiments scolaires? Merci. Madame la ministre, pour répondre. Vous avez Ma 2 commande ne minutes. marche pas. Monsieur le Président, 2 minutes, monsieur le sénateur, je vais On répondre devrait lui-même très lui décompter directement à les votre 30 question. secondes qu'elle a pris Si tout à la, l'heure. si la question est devons-nous Attendez, climatiser j'ai une commande qui les marche écoles, la réponse est oui. Ok. Maintenant, il n'y a pas que de l'argent public à mettre en jeu dans ces opérations-là. Laissez-moi simplement vous dire une chose. Allez mettre l'accent. Si vous voulez équiper les écoles, par exemple, vous mettez des panneaux solaires sur les toits. Vous mettez une batterie attachée à ces panneaux solaires qui va leur permettre d'alimenter leur pompe à chaleur, qui est aussi réversible, et donc à faire de la climatisation. Et pour la financer, vous mettez en place un tiers payant. C'est-à-dire que vous aurez des établissements financiers qui vont faire l'avance aux collectivités, et c'est au travers des économies d'énergie qu'elles vont faire qu'elles rembourseront ce que les banques auront mis en place. Voilà, c'est un système qui vous permet d'équiper la totalité des écoles, si vous le souhaitez, sans coût pour l'État et sans coût pour les collectivités. Monsieur Bonhomme. Ah bah là, cette Madame fois, la ministre, j'ai l'impression que vous débarquez dans un gouvernement qui est lui-même fraîchement installé. Or, vous ne découvrez pas le sujet ni dans son ampleur, ni dans son intensité, ni dans sa fréquence. Il y a un an, jour pour jour, nous avions le même épisode de chaleur. Il y a 3 semaines, même chose. Et si on va sur votre site internet du ministère, on s'aperçoit que pour la rubrique aide aux communes pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, vous citez exactement, vous excluez formellement le système de climatisation électrique. Et il y a là une contradiction alors que les maires veulent des solutions opérationnelles.
Nous vous demandons, Madame la Ministre, de passer à l'action et de sortir des incantations. Les communes n'ont pas besoin d'encouragement. Ils veulent simplement de la clarté et de la volonté pour soutenir leur action. Bah, puis les communes veulent des milliards dans le fonds vert, quoi, parce que je rappelle, un budget divisé par 3 en 3 ans. Notre collègue Michael Koulibaly pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Donc les macronistes. Merci, Monsieur le Président. Certainement une question sur les Monsieur le outre-mer. Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. C'est pour ça. Madame la ministre, en 1888, Wallis et Futuna devenait un protectorat français. Il n'accède au statut de territoire français d'outre-mer qu'en 1961. Ce statut est unique, il permet la cohabitation de la République et de nos royautés. En 1982, comme en 2003, l'État a initié la décentralisation du pouvoir exécutif vers les assemblées locales, désormais inscrites dans la Constitution. Aujourd'hui, en 2026, Wallis et Futuna représente la seule collectivité française dont le pouvoir exécutif est toujours resté entre les mains de l'administrateur supérieur, chef du territoire et en même temps représentant de l'État. Nous nous trouvons donc depuis lors en marge des lois de la République et avec des conflits d'intérêts par rapport à l'administrateur supérieur. Deuxième point, 2 ordonnances prises en 2016 illustrent bien cette irrégularité. Adoptées sans consultation de l'Assemblée territoriale, elles permettent à l'État de garder la maîtrise et la compétence sur le foncier et l'espace maritime à Wallis et Futuna. Je rappelle à l'État, conformément à nos coutumes et aux résolutions de l'ONU, comme aux dispositions du statut de 61, que l'espace maritime et le foncier de Wallis et Futuna sont la propriété des Wallisiens et des Futuniens. Un autre constat suscite mon indignation. L'inscription de Wallis et Futuna sur la liste de l'OCDE, et ça, je l'ai déjà évoqué ici. C'est-à-dire des pays relevant de l'aide publique au développement, comme si nous étions des étrangers et pas des Français à part entière. Par contre, il faut conclure. Je demande donc solennellement la régularisation du transfert de l'exécutif à Wallis et Futuna, à l'Assemblée territoriale, le retrait des 2 ordonnances de 2016 relatives au foncier et à l'espace maritime de Wallis et Futuna et la désinscription de Wallis et Futuna de la liste de l'OCDE. Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Outre-mer, Madame Naïma Moutchou. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Koulibaly, vous avez raison. Le statut de Wallis et Futuna est le plus ancien des statuts ultramarins. C'est 60 années de stabilité institutionnelle. Mais c'est un statut qui n'a pas accompagné les grandes étapes de la décentralisation, les révisions constitutionnelles. Voilà pourquoi, et vous posez justement la question, il faut entamer la réflexion sur sa modernisation. Vous êtes engagé sur ce sujet, je le sais, comme vous êtes engagé auprès des Wallisiens et des Futuniens sur la question de l'avenir institutionnel, sur la place du territoire dans la République ou sur le développement économique et social. Sur ce point précis, vous proposez que la larchérisation entre dans le dictionnaire. Je pense que cette réflexion, elle doit d'abord nous conduire à réfléchir une bafouille à l'Académie française. À la question, au statut des élus, à la place des élus locaux, notamment puisque Wallis et Futuna est le seul territoire où l'exécutif est représenté assuré par le seul représentant de l'État. Donc il y a une question de rééquilibrage effectivement qui se pose. Vous avez évoqué les ordonnances de 2016. C'est vrai, sur le foncier, sur l'espace maritime, il y a des inquiétudes. Le gouvernement en est tout à fait conscient. Il y a matière là aussi à réfléchir ensemble avec les élus, avec les autorités coutumières, avec l'ensemble des acteurs. Je crois que Monique Barbu avait mis des points de chaîne. Elle a été posée par le président de la République. Il y a un conflit d'intérêts. Rendez-vous qu'il a donné le 30 septembre dernier, c'est la vision d'ensemble partagée. Il faut un consensus global pour permettre d'avancer sur ces sujets. À l'occasion de ce dîner du 30 septembre, sont apparues certaines divergences de vues, clairement, mais qui ne nous empêchent pas, bien évidemment, de continuer à échanger. Je voudrais vous répondre sur un sujet de préoccupation que vous avez, je le sais, que vous relayez depuis longtemps, qui est l'inscription du territoire sur la liste du comité d'aide au développement de l'OCDE. Je voudrais vous rassurer sur le fait que ça ne remet absolument pas en cause la place de Wallis et Futuna dans la République française. C'est une liste qui n'a pas de vocation politique ou statutaire. Elle n'engage pas
sur le plan institutionnel, simplement. Elle recense des pays et des territoires qui sont éligibles à l'aide publique au développement. Wallis et Futuna en bénéficient compte tenu de ces contraintes structurelles liées à l'insularité et à l'éloignement. En un mot, monsieur le sénateur, je voudrais vous dire que nous serons au rendez-vous du consensus partagé sur cette question pour réfléchir ensemble à une évolution institutionnelle. Allez. La parole est à notre collègue Marie-Claude Lermite pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Les Indépendants du Sénat. Monsieur le Président, Madame la Ministre Monique Barbu, mes chers collègues. Allez, on y va, on n'a pas le temps. Là. La question s'adresse à vous, Madame la Ministre. J'ai l'impression d'être de retour à la niche défi qui concerne désormais chacun des membres du gouvernement. L'adaptation de notre pays au changement climatique. Il y a Claude Depuis plusieurs années, les Français vivent des étés toujours plus chauds, des canicules plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Face à cette réalité, les collectivités locales sont en première ligne. Ce sont elles qui doivent adapter les écoles, les crèches, les EHPAD et les établissements publics pour protéger nos concitoyens, notamment les plus vulnérables, de ces épisodes de chaleur. Pourtant, jusqu'à la fin 2025, le Fonds vert excluait le financement d'équipements de climatisation. Dans le même temps, on pourrait dire que les crédits de ce même fonds vert ont fondu comme neige au soleil. D'un côté, on demande aux collectivités de s'adapter. De l'autre, on limite les outils et les moyens dont elles peuvent disposer. Où est la cohérence ? Le changement climatique nous oblige parfois à revoir certains dogmes. D'ailleurs, ceux qui dénonçaient hier toute forme de climatisation en admettent aujourd'hui les vertus. Rappelons-nous qu'au début du XXe siècle, c'est le chauffage central qui occupait le banc des accusés. Depuis, l'évolution s'est imposée naturellement. Nous avons mieux isolé nos bâtiments pour moins chauffer l'hiver. Soyons de nouveau pragmatiques. Pourquoi serait-il incongru de vouloir rafraîchir certains bâtiments l'été lorsque les températures deviennent insupportables ? Comment peut-on expliquer que les règles et les budgets que vous proposez bloquent encore aujourd'hui l'adaptation que le gouvernement appelle de ses vœux ? Madame la ministre, on dit que le pire n'est jamais certain. C'est vrai. Mais en matière climatique, il a cessé d'être une hypothèse. C'est désormais un rendez-vous. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Transition écologique. Madame Barbu, vous avez la parole. Oh là là, c'est Monique encore. Merci beaucoup pour cette question qui... Pour moi, il y a vraiment un glow down que je depuis qu'elle est devenue et ministre. Je vais vous Monique. dire quelque chose. Si, aujourd'hui, vous me dites que le Fonds vert ne finance pas la climatisation dans les écoles, je peux vous dire que je suis prête à changer la règle. Si c'est ça la question, je vous donne une réponse directe. C'est pas un dogme en ce qui nous concerne. En même temps, laissez-moi finir là-dessus. On est très dans le macronisme. C'est qu'il y a des mesures qu'on appelle passives. En même temps, il y a des mesures importantes passives à mettre en œuvre avant de climatiser. En gros, votre voiture, vous avez la clim dans la voiture. Mais quand vous allez vous garer, vous cherchez une place à l'ombre, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la même chose sur les bâtiments. Doucement, Jean-Marie Le Pen. Si vous créez les conditions qui permettent à un bâtiment de rester frais, il peut y avoir une différence de 10 degrés entre un bâtiment mal conçu et un bâtiment bien conçu. Donc, d'abord les mesures passives, et si les mesures passives ne suffisent pas, non, il a abusé alors, du homard oui, et du champagne. Pour la climatisation, telle que vous le dites. Remarquez maintenant comment elle speedrun ses réponses. J'espère que nos communes vous ont entendu, Madame la Ministre, mais en tout cas, l'urgence, elle est réelle aujourd'hui. Et vous avez d'ailleurs annoncé la 3e vague de chaleur à partir du 6 juillet. Donc c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Merci. Hein ? Une nouvelle vague de chaleur ? Non mais, je suis pas prêt, moi, je vais mourir. Notre collègue Jean-Yves Roux, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Les sociodémocrates de Glucksmann. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. Mais ce bé, il faut que je m'achète une clim. La situation sanitaire et mourir. climatique catastrophique que traversent aujourd'hui nos concitoyens n'est malheureusement pas une surprise pour le Sénat. En mai 2019, avec mon collègue Ronan Dantec, nous avons présenté au nom de la délégation à la prospective un rapport consacré à l'adaptation de la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, urgence déclarée. Ce rapport débattu et adopté sur ces mêmes bancs décrivait déjà de manière très concrète les manifestations les plus douloureuses de la canicule. Vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, sécheresse, fragilisation des infrastructures, des urgences, des agriculteurs, exposition accrue des populations les plus vulnérables. Nous le savions. Sur le terrain, en ce moment, des élus et notamment des élus ruraux sont en première ligne, avec des moyens tout aussi inadaptés et insuffisants.
Hier, un maire me disait vouloir remplacer les grandes fenêtres de son école qui font le caractère des écoles républicaines de Jules Ferry pour protéger les enfants et enseignants. Pour une simple fenêtre en double vitrage, il faut un DPE, une étude thermique, l'avis de l'ABF. Au final, une fenêtre changée par an, sans dossier de subvention monté. Nous sommes loin de l'urgence déclarée, d'autant plus que l'expérience aidant, je crains que dans quelques semaines, comme en 2003 et 2019, une amnésie collective ne nous reprenne. Sinon, comment expliquer la baisse de 66% du fonds vert en 2 ans, l'affaiblissement de l'ADEME, le désintérêt croissant pour l'ingénierie publique d'État alors que l'adaptation était vitale? Il arrive parfois que nos rapports, Madame la Ministre, nos rapports parlementaires ne servent pas qu'à caler les portes, mais aussi à les ouvrir. Madame la Ministre, alors que notre pays s'est engagé dans une transformation durable et irréversible et que des élus sont prêts à s'engager, notre bras va-t-il encore faiblir? Je vous remercie. Il faut conclure. Ah, attendez. Pour vous répondre, la parole est conclure, mais j'arrête pas le chrono. Madame la ministre de la Transition écologique. C'est la première fois qu'on me demande de passer en émoticône. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, encore une fois, j'entends le constat. Nous partageons aussi Je crois qu'elle va faire ses réponses de plus en plus courtes. En fait, ça va faire 2 minutes, 2 minutes 15. Par exemple, 2 minutes, enfin 2 minutes 30, 2,15, 2 minutes, que la façon 1,45, dont, etc. Les ABF, les architectes et bâtiments de France moi, je peux parler quand devrait même. être Et si revu Barbu ne à veut pas l'aune nous emmener là. à l'aune du dérèglement climatique que nous vivons. C'est vrai je que pas le rapport on avec se pose Alone. aussi des questions. Vous parlez des écoles, des commune. baies vitrées, mais par exemple dans les bâtiments à Paris, mettre des volets, il faut demander une autorisation. Peut-être qu'on pourrait revoir un certain nombre de choses. Je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Je suis aussi d'accord pour dire que collectivement, il nous faut, ça ce sont ce que j'appelle les mesures d'urgence. Mais derrière toutes ces mesures d'urgence, c'est tout notre système global qu'il nous faut adapter. Et vous parliez des communes, je pense par exemple au transport urbain aussi dans ces mêmes communes. Je pense bien évidemment à la façon dont nous allons avoir à nous déplacer collectivement, à vivre dans des écoles, de peut-être changer aussi les durées de temps de travail. Il y a 1 million de choses à la semaine de 32 qu'il heures. va nous falloir revoir. Et je voudrais dire Pays que je 35, pense bien sûr. en particulier aussi en ce moment à nos agriculteurs, car eux aussi souffrent terriblement de ce qui se passe et eux, clairement, ont besoin d'un grand plan d'adaptation aussi au dérèglement climatique. Passons à 32 heures, comme ça on recrute des agriculteurs supplémentaires et on résout le problème. Merci. Et c'est la fin de parole est à l'émoticône. notre collègue Serge Mérillot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Alors que revoilà. Non, c'est la première question des socialistes pour aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Oui, les volets, Mesdames c'est et sous messieurs, validation chers collègues, des communes. Notre pays suffoque. Nos forêts et nos champs s'embrasent en Dordogne comme partout ailleurs en France. Ancien président du SDIS dans mon département, je tiens d'abord à saluer l'engagement de nos sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, ainsi que les associations locales de défense de la forêt contre l'incendie, en lien avec les maires qui localement garantissent une desserte forestière de qualité, la sensibilisation des populations et la surveillance du massif forestier. Mais face au changement climatique et à l'aggravation du risque incendie de forêt, l'État est-il au rendez-vous? Après les méga-feux de forêt de Gironde, le président de la République annonçait en 2022 le remplacement des 12 Canadair actuels et le renforcement de la flotte à 16 appareils d'ici la fin du quinquennat. Oui, c'est plus compliqué que ça. D'abandon en renoncement. 2 Canadair seulement ont été commandés, tandis que 2 autres viennent à peine de l'être le 4 juin dernier. Et les autres le seront pas. Ces Canadair ne seront livrés qu'en 2032, soit 10 ans après l'annonce présidentielle. Madame la ministre, l'engagement pris en 2022 de disposer de 16 Canadair renouvelés d'ici la fin du quinquennat sera-t-il tenu? Si ce n'est pas le cas, envisagez-vous un renfort des pélicandromes pour aider nos pompiers?
Où en est-on de la filière française d'avions bombardiers d'eau? Et surtout, alors que vous affirmez que la France est à la pointe de l'adaptation au réchauffement, que se passera-t-il demain si notre pays est confronté à un méga-feu comme celui qu'on a connu dans l'Aude en 2025? C'est les équilibres politiques, Galette Saucisse. Laurent Nunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, d'abord merci d'avoir salué le travail et l'engagement des sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, les sapeurs-pompiers professionnels, les volontaires, les militaires. Merci à vous. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, évidemment, de surcroît avec la période que nous connaissons, caniculaire, nous sommes évidemment extrêmement attentifs aux feux. Et d'ailleurs, hier, il y a eu 2 feux qui ont ravagé à peu près une centaine d'hectares dans le Maine-et-Loire et dans le Lot-et-Garonne. Putain, c'est pas loin de chez moi, Maine-et-Loire. Il y a des incendies qui sont pris en charge très vite. Très vite. Il ne faut pas oublier que nous mettons en général, en moyenne, 8 minutes à intervenir massivement sur les feux quand ils se déclenchent pour les feux de végétation. Et ça, nous le devons au dispositif national qui a été mis en place. Moi, heureusement que j'ai des volets. Nous aurons bien les 12 35 degrés. Nous en avons commandé je suis 4, exposé plein sud. Nous avons les 8 Dash qui seront mobilisés, évidemment, tout au long de la saison, ainsi que les 3 avions Beach, et puis des moyens qui sont loués, et notamment des hélicos, et des hélicos qui permettent d'attaquer le feu, et des avions de reconnaissance. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi le pacte capacitaire qui a fait que l'État s'est engagé sur une dotation de 150 millions d'euros, qui a permis de renouveler un certain nombre de matériels. Et au 1er juillet, ce sont 541 engins qui sont à disposition pour combattre les incendies. Ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, Monsieur le Sénateur, c'est que nous travaillons en parfaite coordination avec Météo France pour prépositionner ces moyens nationaux et pour les prépositionner là où le risque est le plus intense et pour pouvoir justement réagir très rapidement, comme je venais de vous le dire, en 8 minutes en moyenne. Sur le renouvellement de la flotte de Canadair, et notamment sur le recours à d'autres industriels. Je peux vous confirmer d'abord, je vous le redis, 4 Canadair ont été commandés. Et pour ce qui est des autres industriels qui produisent des bombardiers d'eau, que ce soit des amphibies ou pas, nous nous intéressons évidemment avec les Canadair, à ces ils ont été liquidés. J'ai signé d'ailleurs, nous avons signé des lettres d'intérêt pour suivre l'évolution de leur technologie. Voilà ce que je pouvais vous dire, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur le ministre. Ce qui n'était qu'une annonce la parole ne est à restera qu'une notre annonce. collègue Céline Brulin pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Les communistes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans cette vague de chaleurs exceptionnelle, les maires sont Cécile Brulin qui en parle, première ligne, alors qu'on est en pleine souvent canicule. seuls, face à la décision de fermer ou non l'école. Qui admettre prioritairement lorsqu'une seule classe est tempérée? Comment organiser un accueil minimum? Comment adapter les horaires d'enseignement sans décision du ministère? Que dire aux parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants ou qui vivent dans de petits logements où il fait parfois plus chaud encore qu'à l'école? Cette canicule ne peut surprendre personne. Les scientifiques alertent depuis des décennies et sans remonter si loin, nous avons subi un épisode inquiétant dès la fin mai. En 2022, le président Macron disait, je le cite, « Il y a une initiative que je veux qu'on lance, disait-il, dans les prochains mois, c'est la rénovation de nos écoles. » Ce sont en réalité les collectivités. Mais lorsque le fonds vert passe de 2,5 milliards à 650 millions d'euros en 3 ans, difficile de végétaliser des cours, d'isoler des bâtiments, d'adapter les équipements. Rénovation ou construction d'écoles ne sont subventionnés qu'à 20 ou 30%, avec des restes à charge insoutenables pour les communes. DETR, DSIL et fonds verts cumulés ont en effet vu leur crédit fondre de moitié dans les départements. Face aux épisodes caniculaires qui impactent la vie de chacun, nous avons pourtant besoin de davantage de services publics pour ouvrir plus largement les piscines, surveiller les lieux de baignade, organiser des activités adaptées, sécuriser les parcs, rendre l'accès à l'eau moins cher, avec pourquoi pas des mètres cubes gratuits lors d'épisodes extrêmes, et tant d'autres initiatives que prennent et financent nos collectivités. Allez-vous enfin entendre qu'elles ont besoin de moyens pour le faire? Eh bien, la question est impeccable. La parole est à la yeux. ministre de la Transition écologique, Madame Barbu. Et la réponse va être catastrophique. Learn and watch. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous posez la question des moyens. Dans le même temps, nos moyens sur les questions d'adaptation ont continué à augmenter. Sur l'année 2025, nous étions à 1,7 milliard, toutes ressources confondues, dans mon ministère.
Je ne compte pas d'ailleurs, au-delà de ces montants, un certain nombre d'autres montants. Je pense par exemple à la dotation que l'État a faite à la SNCF d'1,5 milliard pour justement adapter son système aussi à la canicule. Ah super, 1,5 milliard pour adapter combien de kilomètres de rail comme objet de financer la totalité de projets que les collectivités montent. C'est un financement qui vient en complément de ces collectivités. À date, nous avons financé avec les collectivités près de 6 000 écoles en renaturation, en climatisation passive et ainsi de suite. Donc dire que l'effort n'est pas là, ce n'est pas juste. Maintenant, comme je l'ai déjà dit précédemment, elle a le droit de le dire quand même, hein. Clairement, il va falloir que lorsque vous allez discuter de nos prochains budgets, réfléchir aux priorités qui vont être celles que la France veut se donner sur ces questions d'adaptation. Simplement, j'aimerais beaucoup que, effectivement, aujourd'hui, tout le monde parle adaptation, tout le monde parle climatisation, tout le monde parle vague de chaleur. Lorsque la vague de chaleur sera terminée, est-ce que le même entrain sera là pour véritablement mettre sur la table les questions d'adaptation? Et ça, c'est extrêmement important de toute façon, pour nous tous. De ce que j'ai compris, quand la vague de chaleur sera terminée, il y en aura une autre. Donc, Madame la ministre, votre réponse n'est pas très correcte, parce que nous savons tous ici que cette vague de chaleur sera suivie d'autres. Et nous savons tous ici que le fonds vert a été divisé par 3. Je crois que le gouvernement n'aurait qu'une chose à annoncer aujourd'hui, c'est d'y remettre les crédits plutôt que de nous énoncer une par une les missions budgétaires et de nous expliquer comment installer un panneau solaire ou une pompe à chaleur. Et bim. Vas-y, dis les termes là. Oh, Gérard Larcher lui a souri. Hein. Il est content de sa réponse. Alors que pourtant elle est communiste et qu'il les aime pas les communistes. Vous entendez le Sénat qui applaudit à tout rompre. Vous entendez Madame Brulin qui fait l'unanimité. Voilà. Brulin qui a fait l'unanimité au Sénat. C'est vous dire à quel point la réponse de Barbu était complètement à côté de la plaque. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur un phénomène particulièrement choquant, la diffusion en ligne de vidéos de torture d'animaux. Des singes, des oiseaux, des tortues, des chats sont torturés sur commande, leurs supplices filmés et vendus en ligne à des groupes fermés. La structure de ces réseaux reproduit celle des réseaux pédocriminels. Les commanditaires, souvent établis dans des pays occidentaux, rémunèrent des exécutants opérant dans des États où les contrôles sont insuffisants, voire inexistants. Si le phénomène connaît aujourd'hui une accélération préoccupante, il n'est pas nouveau. Dès 2023, une enquête approfondie de la BBC relevait l'existence d'un réseau organisé de torture filmée de macaques impliquant des centaines de clients en Europe et en Amérique du Nord. La France n'est pas épargnée par ces actes insoutenables. Dans mon département du Doubs, un adolescent comparaîtra en justice à la fin du mois pour s'être filmé sur les réseaux sociaux en train de torturer et de tuer des chatons, illustrant la banalisation inquiétante de ces violences et leur mise en scène à des fins de diffusion. Le gouvernement considère-t-il que cette menace est aujourd'hui pleinement identifiée par les services de l'État ? Quelles initiatives la France porte-t-elle, notamment au niveau européen et international, pour renforcer la coopération judiciaire, lutter contre ces réseaux et mettre fin à l'impunité dont bénéficient encore trop souvent leurs auteurs et commanditaires? Je vous remercie.
Remarque, Stéphane dit quelque chose d'intéressant, parce que pareil, on peut passer le balai devant notre porte, hein. Il y a quand même les corridas qui sont toujours autorisés en France. Et niveau torture animale, c'est vénère aussi. Vous avez raison de souligner la gravité de ces actes et le fait qu'on constate qu'ils sont de plus en plus de ce que j'ai compris, Naël, ça a tourné sur des groupes sur lesquels elles sont mises en vente. Et je tiens quand même à rappeler que l'auteur a été très vite identifié, interpellé, et comme vous l'avez très justement dit, il comparaîtra devant le tribunal pour enfants de Besançon à la fin, dans les jours qui viennent, demain ou après-demain. Donc on reste évidemment extrêmement attentif à ce phénomène. Vous avez raison de dire qu'il se développe de manière assez rapide, sérielle peut-être, sérielle. Et je veux juste dire, sans trop trahir le secret des enquêtes, que dans une affaire récente où un jeune homme a choisi au hasard une victime et l'a tuée, on a documenté qu'effectivement il avait pratiqué ce genre d'acte précédemment. C'est dire évidemment la gravité, de ce genre d'acte, et c'est pour cela que nous sommes pleinement mobilisés. Encore une fois, les plateformes qui ne modèrent pas. A été créée une division nationale de lutte contre la maltraitance animale qui est rattachée à l'OCLAESP et qui oriente, guide les enquêteurs dans leurs investigations. Il faut rappeler quand même que c'est un délit, évidemment, d'avoir des actes de sévices et de cruauté envers les animaux, et c'est aussi un autre délit que de diffuser sur les réseaux sociaux. L'aspirateur. Nous sommes extrêmement attentifs à ce phénomène. Je veux saluer la convention qui a été signée entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture et la SPA. Il y a toujours la chasse à pour courre. mieux prévenir ces actes et mieux les signaler quand ils sont découverts. Après, et vous avez parfaitement raison, une fois qu'on a ce dispositif, cet arsenal, une fois qu'on a aussi des policiers et des gendarmes qui sont formés, il y a des référents maltraitance animale dans toutes les commissariats, dans toutes les brigades de gendarmerie. Pareil, il y a le sujet des plateformes en ligne, et c'est un sujet sur lequel il faut que nous continuions à travailler, nous continuons à échanger avec ces plateformes pour que nous ayons, des signalements de ces c'est déjà deux gros problèmes, et que nous puissions avoir et obtenir des plateformes le retrait de ces vidéos. Oui, aussi. Assuré que il y a le beaucoup gouvernement ça est sur totalement les réseaux, mobilisé surtout grâce aux pour réseaux, lutter justement. contre la cruauté et les sévices qui sont perpétrés à l'encontre des animaux. Madame Jacquet, vous avez quelques secondes. La chasse à Merci, glu. Monsieur le Ministre. On constate de plus en plus ces actes de violence, que ce soit sur des animaux, sur des humains, sur les enfants, sur les femmes. On remarque aussi que très souvent, ça commence par les animaux et qu'après, ça dévie de façon plus large sur le reste de la famille. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vraiment attirer votre attention sur ce phénomène. Je vous remercie. Merci. Madame Jacquet, questionnée au nom du groupe de l'Union centriste, je ne l'avais pas précisé. Madame la présidente Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Elle est présidente de commission, mais je ne sais plus c'est laquelle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Logement, le projet de loi logement serait-il le Godot depuis qu'on attend dans les politiques publiques et qu'il n'arrive pas? Et vous-même, seriez-vous... Oui, ça avait interdit, mais c'est de nouveau autorisé, la chasse à glu. Présenté il y a 3 mois par le Premier ministre, il n'a été présenté officiellement que ce matin en Conseil des ministres. Et pendant ce temps, la crise du logement continue de s'aggraver. La production de crédit ne cesse effectivement de se contracter. La production de construction neuve décline. La rénovation énergétique est en panne. Et le contexte international renchérit les matières premières et inquiète les donneurs d'ordre. Mais oui, le logement est un moteur de notre économie. Ah d'accord, j'avais pas l'info. Ce sont des recettes fiscales, du pouvoir d'achat, de la formation. Et à l'inverse, le gouvernement semble considérer le logement comme une roue de secours qu'il mobilise quand le véhicule menace de s'immobiliser. Alors, Monsieur le Premier ministre a annoncé la construction de 2 millions de logements d'ici 2030. On partage cet objectif. C'est de l'incantatoire. Mais encore faut-il se donner les moyens de l'atteindre. Alors, il faut bien sûr élargir le dispositif Jean-Brun, comme l'avait d'ailleurs proposé ici le Sénat. Il faut donner de la visibilité aux bailleurs sociaux, aux professionnels de la rénovation, en poursuivant les exonérations de taxes fiscales au-delà de 2026. Il faut absolument lancer le programme Henri III qui est attendu fermement par les collectivités. Donc les solutions, Monsieur le ministre, votre gouvernement les connaît. Que manque-t-il ? Si ce n'est la volonté d'agir. Alors, Monsieur le ministre, ce projet de loi logement sera-t-il bien inscrit malgré un ordre du jour qu'on nous annonce déjà saturé dans les 2 chambres? Et surtout, pourra-t-il être examiné et voté avant l'élection présidentielle de 2027? Ouais, c'est pour pas sûr, la parole est au ministre de la Ville et du Logement, Monsieur Vincent Jeanbrun. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Très chère Dominique Estrosi Sassone, Madame la Présidente. Merci de... Ben oui.
Merci pour votre question qui me permet effectivement de montrer toute la détermination du gouvernement et du Premier ministre à pouvoir répondre à cette crise du logement qui frappe durement notre pays et nos concitoyens et dont on a beaucoup débattu ici à l'Assemblée. Vous l'avez dit, ça y est, enfin, c'est vrai, on l'a attendu. Il a été présenté ce matin en Conseil des ministres et ce qui permettra son inscription à l'Assemblée dès la rentrée, étant entendu que dès cette semaine, un rapporteur ou des rapporteurs seront nommés à l'Assemblée nationale pour qu'on aille le plus vite possible à l'Assemblée. Et j'espère que ce texte pourra être présenté très rapidement dans la foulée au Sénat, ce qui nous permet de maintenir cet objectif que nous avons, je sais, en partage, à savoir faire en sorte que le projet de loi soit définitivement adopté avant la fin de l'année pour pouvoir atteindre cet objectif que nous a fixé le Premier ministre avec ce que j'appelle l'équipe de France du logement, de 2 millions de logements d'ici 2030. Mais vous savez, je veux vraiment prendre une seconde pour remercier le Sénat et vous, Madame la Présidente, parce que si ce texte est mis à l'ordre du jour, c'est aussi parce que, je le sais, le Sénat a toujours poussé sur cette question du logement et de manière assez transpartisane. Et sur les 10 articles du projet de loi, le Sénat en connaît déjà très bien 5, puisque 5 articles ont déjà été examinés ici dans cette Chambre. Il y a la PPL d'Amel Gacquerre, notamment, qui va permettre d'avancer sur la rénovation du bâti ancien. Vous l'avez dit, l'ANRU 3, très attendu. Et je voudrais saluer Sophie Primas, qui a travaillé sur une commission de contrôle ad hoc sur la question de l'ANRU 2, notamment. Et puis, bien sûr, les articles que vous avez vous-même portés à travers la PPL Choc que vous avez déposée avec le président Darnaud, qui permet d'avancer de manière significative pour proposer plus de logements et répondre à cette crise existentielle. Donc merci à vous et hâte de pouvoir en débattre au Sénat. Merci beaucoup. Madame la Présidente, vous avez quelques secondes. Monsieur le ministre, ne perdez pas de vue que la crise économique du logement a une dimension politique forte, qui se traduit par une assignation à résidence, provoquant chez nos concitoyens légitimement sentiment de déclassement, colère et frustration. Pour vous répondre, non. La parole est maintenant à lui aussi, il a un coup de chaud, Gérard. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Attention, hein. Buvez. Madame la ministre, buvez dans le je Sénat. vais commencer Buvez par ou je viens vous casser la gueule. Un siècle. Voilà un siècle que les CCAS constituent la première porte d'entrée de millions de Français confrontés à la précarité avec une conviction simple. Les solidarités se construisent d'abord dans les territoires et avec leur force vive. Deuxième temporalité, 1 année. Voilà ce qui nous sépare de la dernière suggestion par le gouvernement de rendre les CCAS optionnels pour les communes de plus de 1500 habitants. Dernière temporalité, 1 heure. C'est à peu près le temps qui nous restera après cette séance avant de débattre de cette proposition que la droite sénatoriale remet sur la table par voie d'amendement. Les CCAS ne sont pas et ne peuvent pas devenir des options. Ils sont les premiers accueils de proximité pour les travailleurs pauvres, les familles monoparentales ou les seniors isolés. Partout sur nos territoires ruraux, urbains, en outre-mer, les besoins explosent. Et cette période de canicule, les CCAS sont en première ligne. Rendre facultatif ce qui est essentiel ne simplifierait rien. La composition des CCAS est une richesse, avec un conseil d'administration composé d'élus, de représentants de personnes âgées, de familles, des associations de lutte contre la précarité, et cela les rend efficaces. Rendre optionnels les CCAS exclut la société civile de la solidarité. C'est une mise à l'écart nette d'une expertise de terrain indispensable. À l'heure où les conseils départementaux mettent en place des sanctions obligatoires contre les bénéficiaires du RSA, nous nous étions opposés. Les CCAS, eux, deviendraient-ils facultatifs? Nous nous y opposerons. Pourquoi supprimer ce repère humain crucial? Alors beaucoup brandissent le bon sens des élus face à ce choix. Ce bon sens qui irrigue aujourd'hui la moindre prise de parole. Mais le bon sens, ce n'est pas contre le vœu des organisations de solidarité de faire des CCAS une option. Le bon sens, mais en marche arrière, car ce choix serait plutôt un contresens. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Oh non, pas Françoise. Président, Françoise qui veut redevenir sénatrice d'ailleurs. Merci pour votre question qui permet tout d'abord de rappeler l'expression de gratitude du Premier ministre et aussi de ma collègue ministre de la Santé et de nous tous envers les collaborateurs des communes, l'ensemble des élus et tout particulièrement aussi les personnels des CCAS qui, dans cette période de canicule, du coup, c'est obligatoire pour les communes de plus de 1500 habitants. Et les plus isolés. Il y a effectivement dans le projet de loi simplification un amendement qui propose de donner un caractère facultatif aux CCAS. L'action sociale des communes
concerne effectivement l'action du CCAS, mais aussi, et chacun ici le sait bien, toutes les mesures sociales que les communes prennent avec les tarifs sociaux dans les cantines, dans les médiathèques, dans les transports collectifs, mais aussi dans le service périscolaire. Donc commençons à sabrer la solidarité, comme ça quand la porte sera ouverte, on pourra sabrer aussi dans cette action sociale-là. Le gouvernement émettra un avis défavorable à la proposition d'un caractère facultatif du CCAS, considérant qu'aujourd'hui, il serait malvenu d'évoquer cette question. Il nous faut conforter tous les acteurs de la solidarité. Je vous remercie. Merci Françoise. Voilà, elle émettra un avis défavorable. Oui, merci de préciser le fond de votre pensée, parce que dans un article, justement, c'était beaucoup plus flou. Vous aviez indiqué que vous aviez confiance dans les élus locaux pour qu'ils puissent déterminer l'organisation juridique avec laquelle ils feront les choses. Donc j'entends que vous serez donc opposé à cet amendement. Je rajoute juste qu'il y a un décret en avril qui est passé, qui augmente l'âge à partir duquel on peut bénéficier d'exonération de cotisations pour avoir des salariés à domicile. Ça impacte aussi les CCAS. Pour le CCAS de Clermont-Ferrand, c'est 150 000 € supplémentaires. Rien que ça. Rien que ça. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains. Les Républicains toujours. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre Françoise Gatel, mes chers collègues. Ah mais oui. Madame la Ministre, vous pensiez que le Sénat allait sans doute oublier la proposition de loi Trace en cette fin de session caniculaire. Eh bien non. Le retour de la Trace. C'est mal connaître le Sénat. Doit remplacer le ZAN. La proposition de loi Trace a été adoptée ici même à une très large majorité l'an dernier. Je ne sais plus laquelle est pas en majuscule. 4 années de travail rigoureux menés avec mes collègues Létard, Cambier, Gaquer, Guéret, Boyer et tant d'autres. Mais voilà que depuis 18 mois, j'ai tendance à jouer avec nous. Vous allez me faire crever d'eau. Chez moi, au Festival d'Avignon, j'en sais rien. Rebondissement savamment dosé, faux départ élégant, promesses habiles. Souvent, vous êtes d'accord avec nous en coulisses, mais pas vraiment en public. En mai 2025, on nous promettait une inscription à l'automne prochain. L'automne est loin. En octobre 2025, report acté, définitif, assure-t-on. Soit, nous avons l'habitude. En janvier 2026, vous nous dites inscription, je cite, dès que l'horizon se sera éclairci. Même résultat. En février 2026, Trace apparaît enfin dans le calendrier du mois de juin, sous réserve d'un compromis bicaméral. Nous avons tendu la main. Avec mes collègues Cambier, Boyer, Gaquer, nous avons travaillé avec les députés Pellichy, Lefeur à l'origine d'une proposition parallèle. Nous avons travaillé à un atterrissage intelligent. Résultat, la fin du mois de juin est là et toujours aucune inscription. De toute évidence, ce que vous refusez d'écrire à l'ordre du jour, c'est la confiance du Sénat, c'est la confiance des élus locaux. Ce sont les 260 sénatrices et sénateurs qui ont dit ici même que l'on peut concilier ambition écologique et réalité territoriale. Nous réclamons collectivement un dénouement, Madame la Ministre, l'inscription de la proposition de loi Trace à l'Assemblée nationale maintenant. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Mais cet embouteillage législatif qui n'en finit plus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Blanc, je ne sous-estime jamais la détermination et l'endurance du Sénat. Et sur le sujet du ZAN, je crois que je n'ai jamais changé d'avis. Et je voudrais rappeler ce qui a été convenu entre nous, c'est que la PPL Trace, dont vous demandez l'inscription à l'Assemblée nationale, vous connaissez, monsieur le sénateur, c'est bien que vous nous permettiez de le rappeler. Si seulement il y avait quelque chose, une instance qui permettrait de regrouper plein de PPL en un PJL, on appellerait ça le gouvernement. Après, c'est peut-être audacieux de ma part. Préalable entre l'Assemblée et le Sénat, car je crois qu'il serait vain de présenter un texte où chacun resterait sur ses positions. Et pour compléter l'information, à moins qu'on veuille aller chercher un rejet, il y a 4 points que je voudrais rappeler, vous les connaissez les uns et les autres. D'abord, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les futures évolutions législatives du ZAN doivent être compatibles avec la frugalité foncière. Chacun de vous ici sait ce que nous consommons
en termes d'hectares, puisqu'en 50 ans... D'ailleurs, il y a un décalage avec la ZAN qui n'est pas appliqué, dont le contrôle n'est pas appliqué. Il y aurait 20% des espaces bétonnés qui n'auraient pas été débétonnés. Donc il y aurait un différentiel de 20%. Parce que normalement, pour un hectare bétonné, il y a un hectare débétonné. Et bien là, il y a 20% de différence en faveur du bétonnement. Intermédiaire au cours de la décennie 2030 pour mesurer comment les choses avancent. Ensuite, le Sénat partage votre volonté de simplifier la mise en œuvre du ZAN. Et nous alertons sur la sécurisation des travaux des collectivités territoriales, car vous le savez les uns et les autres, 2/3 des régions ont adopté leur révision de SRADET. Ça veut dire que si nous bougeons les lignes aujourd'hui, nous changeons les règles. Enfin, si vous voulez un dernier élément de réponse, le voilà. Moi, je pense qu'on peut trouver des adaptations, comme cela a été... N'oubliez pas les modes de l'Archer aussi, Madame la Présidente Estrosi Sassone, dans le cadre de la mixité sociale, avec un contrat de mixité sociale. Je vous remercie. Monsieur Blanc. Monsieur le Président, Madame la Ministre Dontact, je vous assure qu'il y a matière à un accord, donc travaillons-le. Ensuite, nous allons, avec Guylain Cambier et les collègues, reprendre nos travaux à travers une nouvelle commission, donc nous ne lâcherons pas. Très bien. On verra après septembre, après les sénatoriales, s'ils lâchent. La parole est à notre collègue Yves Bleunven pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement, dans le même esprit que ma collègue présidente de la Commission des Affaires économiques tout à l'heure. Monsieur le ministre, quelle ne fut pas notre surprise de constater, en consultant l'ordre du jour qui détermine le travail de cet hémicycle ces dernières semaines, qu'un texte notable manquait à l'appel, celui de la relance du logement. Pourtant, fin avril, à grand renfort de communication, le Premier ministre déclarait que le logement est une urgence nationale, une urgence sociale, une urgence économique pour tout un secteur qui ne peut attendre la prochaine élection présidentielle. Les orientations alors annoncées sont très attendues. Simplification des procédures, réajustement du statut de bailleur privé, décentralisation de la politique du logement et renforcement du rôle des maires, sans oublier la nécessaire clarification des obligations de rénovation énergétique des passoires thermiques, mesure portée par notre collègue Amel Gacquerre. Après des semaines d'attente, le dossier n'a finalement été présenté au Conseil des ministres que ce matin, renvoyant son examen à une date plus incertaine. Dans cette maison, Monsieur le ministre, nous connaissons votre implication sur cette crise du logement qui frappe notre pays et nous ne doutons pas de votre bonne foi. Pour autant, voyons aussi l'embouteillage du calendrier qui se profile à la rentrée, sans compter les urgences liées à l'actualité qui ne manqueront pas de le bousculer. Monsieur le ministre, quel calendrier le gouvernement entend-il retenir pour ce texte ? Quelles garanties pouvez-vous nous offrir afin que cette urgence nationale, sociale et économique soit effectivement traitée ? Mais surtout, après des textes sur les meublés de tourisme, la transformation des bureaux en logements, la simplification du droit à l'urbanisme ou encore le logement des travailleurs des services publics, en quoi ce texte permettra-t-il réellement de résorber cette crise du logement ? Je me pose la question, en 2027, à partir de quand le Parlement va cesser ses travaux par rapport à la campagne présidentielle ? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cher sénateur Bleunven. Merci pour votre question qui me permet d'aller un peu plus loin sur cette question essentielle du logement, sujet qui tient, je sais, beaucoup à cœur à l'ensemble de votre groupe sous l'impulsion du président Marseille et dont on parle régulièrement, et j'ai eu l'occasion de voir que vous n'étiez pas en reste, y compris sur vos terres dans le Morbihan. C'est un sujet important. Et effectivement, moi je me réjouis qu'il soit enfin inscrit au Conseil des ministres. Ça a pris du temps, parce que vous le savez, en France, il faut consulter beaucoup pour pouvoir avoir enfin la possibilité de poser sur la table du Conseil des ministres. Pour autant, et on veut le redire aussi ici par rapport au calendrier, on s'adapte à la volonté des chambres et des groupes. Il y a des élections sénatoriales en septembre. Ici, le Sénat a fait le choix de pouvoir arrêter la session assez tôt, ce qui fait qu'effectivement, on a changé plutôt de braquet
avec le ministre des Relations au Parlement pour pouvoir passer d'abord à l'Assemblée, là où effectivement mon souhait, et je l'avais dit ici dans cet hémicycle, était plutôt de commencer au Sénat par le Sénat, et dans le qui, chat. comme j'ai dit tout à l'heure, maîtrise Bientôt déjà dans mon bien appart, une grande partie du texte. Nous, on s'adapte, encore une fois, le gouvernement propose, les assemblées disposent. Donc, évidemment, pour ce qui est du calendrier, on fera au mieux, mais je veux le redire ici, on est en capacité d'avoir un texte voté d'ici la fin d'année. Et ce texte, il est important parce qu'au-delà de ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur une opération de renouvellement urbain numéro 3, importante et intense, des moyens donnés supplémentaires aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent rénover leur parc, la capacité de mieux rénover encore les logements qui sont aujourd'hui des passoires ou des bouilloires énergétiques. La possibilité de renforcer l'investissement des particuliers dans le logement sur la base du très bon rapport de Mickaël Cosson à l'Assemblée et de Marc-Philippe Daubresse ici au Sénat. La capacité de redonner des outils aux maires, avec la possibilité pour les maires de piloter leur politique de peuplement, d'avoir un rôle renforcé dans les attributions de logements sociaux, d'avoir la capacité de mettre un droit de veto pour refuser une personne condamnée pouvant avoir des troubles à l'ordre public, d'avoir un logement social sur la commune. La capacité pour les agglomérations ou les communautés de communes qui le souhaitent d'avoir la maîtrise du logement, l'aide à la pierre et la rénovation énergétique, tout ça va aider à relancer le logement et atteindre notre objectif de 2 millions de logements d'ici 2030. Merci, monsieur le sénateur. La parole est à notre collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ah, Paco, Monsieur ça va le jaser. ministre de Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors que certains cracheurs de feu légitimes de siffler la Marseillaise, alors que notre cohésion sociale est de plus en plus fissurée, gangrénée par des communautarismes totalitaires et séparatistes, notre école doit être un creuset intégrateur et fédérateur. Et l'apprentissage de cette Marseillaise, inscrite dans les programmes scolaires, comme tous les symboles de la République, constitue une des pierres angulaires de cette construction citoyenne. Alors que par le passé, il y a eu déjà des attaques contre la Marseillaise, critiquées notamment pour ses paroles guerrières, il fut des présidents de la République, Jacques Chirac, des ministres de l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement, pour défendre et ancrer cette Marseillaise dans notre patrimoine républicain. Monsieur le ministre, êtes-vous fait du même métal et serez-vous le premier défenseur de la Marseillaise à l'école et sur l'Agora? Oula. Merci. J'aime pas trop. On vous répond, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. D'habitude, c'est plus violent. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Paccaud, j'aurais pu vous répondre avec une pointe de colère ou de tristesse à la référence que vous avez faite aux propos qui ont été tenus. Je vais vous répondre avec un peu d'espérance. Parce que ce que porte notre hymne, c'est une immense espérance. Moi, j'ai pas compris la référence. Cette espérance, c'est celle des soldats de l'an 1792 qui, voyant la France vaciller, se sont levés à la clameur de la Marseillaise, à Strasbourg et en Alsace, pour se dresser contre l'envahisseur. Cette espérance, c'est celle du film Casablanca, pas qu'en Alsace. Avec ce café, vous savez, qu'Humphrey Bogart, où les Français se dressent et s'imposent avec leur orchestre contre les nazis qui voulaient leur imposer leur hymne. Cette espérance, c'est celle des soldats de Bir Hakeim, qui, avec le général Koenig, chantent la Marseillaise pour tenir dans le désert contre les troupes du maréchal Rommel à 1 contre 10. Oui, cette ça c'est le roman national, attention. 1998 et de la Coupe du Monde de football, et c'est, je l'espère, celle des Français pour une 3e étoile aux États-Unis avec Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Voilà ce qu'est pour moi l'espérance que porte la Marseillaise. Alors évidemment, depuis sa composition par Roger Delisle, elle est inscrite à l'article 2 de notre Constitution désormais, elle ne fait pas de patrimoine, elle est notre hymne tout simplement. Et quand on est élu de la République, comme quand on est écolier, la Marseillaise, on ne la siffle pas, on la chante. On la chante avec solennité. Quand on ferait entrer Marc Bloch au Panthéon comme hier soir. C'était hier soir, Marc Bloch. Putain, j'ai raté ça. La patrie comme les soldats de Bir Hakeim. On la chante comme un murmure. Quand on est résistant et qu'on se cache pour sonner du courage dans un abri. On la chante avec joie quand on célèbre la France qui gagne au football. Mais quoi qu'il arrive, on la chante. Alors en réponse à votre question, monsieur le député, je crois que... sénateur, pardonnez-moi. Je crois, monsieur le sénateur, que pour ceux qui se sont battus et pour ceux qui se battront, pour ceux qui ont servi la France et pour ceux qui la serviront, pour ceux qui l'ont aimée, pour ceux qui l'aimeront, pour ceux qui l'ont choisie et pour ceux qui la choisiront, si jamais vous en avez quelqu'un à la siffler, par pitié, chantez-la. Donc juste de l'incantatoire. Oui, heureusement, il y a les replays et tout, mais c'est le genre de choses qu'on regarde en direct. Monsieur Paccaud,
Surtout avec mon parcours d'historien. Je suis sûr il va la chanter. Merci. Merci et bravo pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Plus que le chant de guerre de l'armée du Rhin, la Marseillaise, c'est effectivement l'hymne des droits de l'homme et du citoyen. C'est le cantique des stades cathédrales où, à l'unisson, à cœur déployé, des milliers de supporters la chantent. Ce fut aussi le chant des résistants face au peloton d'exécution nazi. Ce fut encore la mélopée du courage chantée par Marie-Claude Vaillant-Couturier franchissant le seuil d'Auschwitz. Et enfin, une Marseillaise chantée par une classe élémentaire au pied du monument aux morts, dans le froid du 11 novembre. C'est une merveilleuse magie cristalline et une fraternité patriotique lui, il est à fond dans le extraordinaire devoir de pour mémoire, notre famille, grande famille qu'est la nation française. Chantons la Marseillaise, chantons la République, chantons la France. Merci. J'ai vraiment cru qu'il allait la chanter. La parole est à notre collègue. Parce que ça, tu peux Michael pas l'empêcher, Weber, par contre. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, hier, la France a battu un nouveau record, la journée la plus chaude jamais enregistrée. Ce n'est pas le genre de record dont un gouvernement peut être fier. Plus inquiétant encore, tout laisse à penser que nous ne tarderons pas à le battre à nouveau. Ce nouvel épisode caniculaire nous rappelle les conséquences dramatiques des canicules d'août 2003 et de juillet 2019. Il nous rappelle aussi une évidence. Le réchauffement climatique est sans doute le phénomène le mieux documenté et le plus prévisible. Pourtant, face à lui, notre impréparation est flagrante et notre manque d'anticipation totale. La lutte contre le réchauffement climatique est-elle aujourd'hui une priorité absolue du gouvernement ? Au-delà des annonces, quels moyens concrets entendez-vous mobiliser pour accélérer l'adaptation de notre pays, en particulier de notre agriculture, et pour protéger efficacement la santé des Français face à ces épisodes de chaleur extrême ? Ouais, je crois qu'ils ont la clim, parce que moi, vendredi, je mets pas ma veste de costume pour la République du RP. Madame Barbu. Oh là, Barbu va pédaler dans la semoule. Effectivement, et j'ai déjà eu à le dire, nous vivons un événement exceptionnel par son intensité. Et oui, nous allons certainement devoir en vivre d'autres. En même temps, dire que la France ne se prépare pas au dérèglement climatique, c'est, je pense, quelque chose que je ne peux pas accepter parce que aujourd'hui, sur l'Europe, nous sommes le pays qui est le plus en avance sur ces questions-là. À tel point que la Commission européenne demandait à la France J'ai trouvé ce que je vais faire pour vendredi. Et c'est révolutionnaire. S'en inspirer et construire une politique européenne d'adaptation. Ça ne va jamais assez vite, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, nous traitons une situation d'urgence. Et sur cette urgence, je suis aussi obligée de dire, puisque vous ne voulez pas le reconnaître de vous-même, que l'État s'est bien organisé. Aujourd'hui, nos hôpitaux sont tenus. Avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons pris les mesures qu'il fallait aussi pour assurer les examens. Je crois que le Sénat va être très énervé là. Nous avons aussi, dans les EHPAD, pris les mesures qu'il fallait. Nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, pris toutes les mesures qu'il fallait pour éviter les feux de forêt. Je vais vous donner un chiffre. Il est déjà parti plus de feux cette année qu'il n'en est parti l'année dernière à la même période. Simplement, comme on a été capable, justement, de pouvoir les arrêter bien plus vite, vous ne les avez pas vus, vous n'en avez pas entendu parler. Et donc, dire qu'on est totalement impréparé, ce n'est pas acceptable. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'adaptation, ça va demander des années. C'est toute notre vie, toutes nos infrastructures qu'il va falloir revoir. Donc, sur l'urgence, on est là. Et sur l'avenir, il nous faut le construire ensemble. Conclure. Merci. Merci, Monsieur Weber.
Madame la ministre, vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. Mais d'abord, je voudrais dire que par votre passivité au sein de ce gouvernement, vous laissez passer des reculs en permanence. On a parlé du ZAN sur lequel vous avez accepté que l'on revienne en arrière. On peut parler, le 28 mai dernier, le Premier ministre a décidé de raboter le fonds vert de plus de 30%. La prime Rénov a été réduite de 234 millions d'euros. C'est autant de moyens qui sont mis pour la rénovation du bâti. Aucune rénovation thermique des écoles. C'est des moyens supplémentaires qu'il faut par le biais de la DETR, par le fonds vert. Et puis quand même, Madame la ministre, c'est assez cocasse. Et on vous a entendu le dire la semaine dernière que cette canicule rencontre justement le débat sur le projet de loi d'urgence agricole où l'on va parler des zones humides qui sont autant de tampons de captation carbone pour lesquels vous ne vous battez pas. Alors je vous le demande, le 16 juillet prochain, si ce texte est adopté après la commission mixte paritaire, avec tous les reculs que l'on constate, est-ce que vous resterez au gouvernement? Est-ce que vous serez suffisamment solide pour mettre vos idées en adéquation avec ce que vous défendez aujourd'hui? La parole est maintenant à notre collègue Marie-Carole Chinfut. Est-ce qu'elle a encore des convictions maintenant pour le qu'elle est groupe entrée Les au gouvernement? Républicains. C'est la dernière question des Républicains. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le président de la République, à l'issue du dernier Conseil européen, vient de déclarer qu'il s'opposera au centre de retour prévu par le règlement européen retour. Il refuse les camps de même concentration que de le budget migrants, européen puisse mettre 1 euro dans de tels centres. Pourtant, 19 États membres soutiennent cette mesure. Pourtant, vous vous félicitiez vous-même ici au Sénat il y a 15 jours de son adoption. Vous étiez juste prudent, je vous cite, quant à sa mise en œuvre. Le président de la République réaffirme qu'il voudrait une politique migratoire très rigoureuse, sauf qu'il ne veut rien changer à la politique actuelle qui est un échec cuisant. L'Europe lui en donne les moyens, le président dit non. Alors, monsieur le ministre, vous vous félicitez toujours de ce règlement ou avouez-vous simplement que ce gouvernement n'a jamais eu la volonté d'agir contre l'urgence migratoire dans laquelle nous sommes et va continuer ainsi? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, il s'appelle le texte j'avais été très européen clair. là-dessus. J'avais été très clair. Je vous ai pas dit que j'avais dit que les centres de retour, pour ce qui était de la France, c'était non. Je vous invite à réécouter ma réponse à votre question. Par contre, évidemment, le règlement retour a été initié par la France et nous y sommes extrêmement favorables. Ça va permettre de faciliter les reconduites. On supprime le délai de départ volontaire. On peut mieux exciper des risques de troubles à l'ordre public. On peut aller fouiller dans la téléphonie pour démanteler des filières d'immigration illégale. Donc c'est un règlement auquel nous sommes attachés, nous sommes très favorables et qui d'ailleurs sera transposé. Il y a un certain nombre de clauses à transposer, il y a des mesures d'application directe, il y a des mesures qui rentreront dans le temps de manière différée. Nous y sommes évidemment favorables. J'avais terminé ma réponse en vous disant qu'en revanche, sur les centres de retour, la France n'y était pas favorable. Surtout, elle veillerait à ce que les pays tiers avec lesquels vont contracter d'autres États membres respectent les droits fondamentaux. C'est extrêmement important pour nous, notamment le principe de non-refoulement. Et surtout, effectivement, qu'il y ait des accords directs entre ces États membres et les États tiers et pas par le truchement de la Commission ou de l'Union européenne. C'est ce que nous avons dit et je vous avais dit que nous observerions la façon d'ailleurs dont les États tiers vont le mettre en place. Mais je crois que j'avais été extrêmement clair et donc j'ai presque envie de vous renvoyer mot pour mot à la réponse que j'avais faite à l'époque. Voilà, il n'en demeure pas moins que ce règlement retour allié avec le pacte, il ne vous a pas échappé qu'il fonctionne en harmonie totale avec le pacte qui rentrera et qui est déjà entré en vigueur, va permettre de renforcer le contrôle aux frontières et bien sûr de faciliter les reconduites. C'est ce que nous souhaitions. Et je ne crois pas que le centre de retour soit l'alpha et l'oméga d'une politique de reconduite. Voilà, il y a des symboles qu'il est parfois un peu imprudent de manier pour des considérations d'humanité. En revanche, la fermeté et la détermination... Des considérations d'humanité, c'est des camps de concentration pour migrants. Et nous poursuivrons la politique de reconduite comme nous le faisons. Madame Chinfut. Ça y est, Ce qui est clair, le climat c'est commence que à me chauffer aussi là. Cette fois-ci, on comprend que vous en faites, comme le président de la République, une question de principe. Nous n'appliquerons pas ce règlement sur les centres de retour. À la première ministre social-démocrate danoise qui porte ces mesures, le président de la République préfère la politique espagnole de large régularisation appliquée par Pedro Sánchez. Pour les Français, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce qui est clair, je vous le promets, c'est qu'eux, ils font une question de principe, d'appliquer les obligations de quitter le territoire et de ne pas rester bloqués à 8%.
Ils veulent s'assurer que les 75 000 déboutés du droit d'asile par an ne resteront pas sur notre territoire, comme c'est le cas à 98%. La question de principe, ce n'est pas de traiter les étrangers en situation irrégulière et les étrangers en situation régulière de la même façon, voire même de donner une prime à l'illégalité. Et pour les Français, l'humanité ne réside pas dans le fait d'accueillir des sans-papiers exploités par des filières mafieuses. Notre principe, c'est d'avoir enfin une vraie politique migratoire à l'unisson de la majorité des autres pays européens. Emmanuel Macron, l'Européen, oublie de l'être quand l'Europe fait le choix de retrouver sa souveraineté grâce notamment au travail de Bruno Retailleau et François Bellamy. Les Français jugeront. Mais prends ta carte ORN. Maintenant à notre collègue Stéphane Demilly pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Justement. Bonjour Monsieur le Ministre. Combien vous pariez qu'elle vire RN quand le groupe sera constitué au Sénat? Longtemps gravé dans la mémoire des habitants concernés. En effet, plusieurs communes samariennes de l'Est du département ont dû faire face à une brutale averse de grêlons aussi gros que des balles de tennis qui, avec la célérité, ont généré des impacts de boules de pétanque. Les dégâts sont très impressionnants. Les toitures des maisons, les voitures, les cultures, les bâtiments agricoles, les panneaux solaires et même les tables de salon de jardin percées comme si elles avaient subi une rafale de mitraillettes. Les images sont spectaculaires et nous sommes dans du jamais vu. Je me suis rendu sur place avec les services de l'État pour constater ces dégâts et échanger avec les élus locaux, les habitants et les agriculteurs. Partout la même désolation et partout la même inquiétude, un renouvellement de cet épisode apocalyptique. Mais au-delà de cette détresse et de cette peur, s'y ajoute une incompréhension. Une incompréhension sur le fait que la grêle ne relève pas du régime de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ah bon? Les coulées de boue, les tempêtes, les sécheresses, les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches relèvent du champ d'application de la garantie catastrophe, à éclater tes mais fenêtres pas les violentes et à averses de déglinguer ta grêle. voiture. Autrement dit, lorsque la sécheresse fissure les bâtiments, la solidarité nationale peut être mobilisée, mais lorsque des grêlons géants détruisent en quelques minutes des centaines de toitures de véhicules et d'équipements publics, ce n'est pas le cas. Et pourtant, Monsieur le Ministre, tous les spécialistes s'accordent à dire que ce genre d'épisode va s'intensifier avec le dérèglement climatique. Face à cette évolution, pouvons-nous compter sur vous pour adapter la nomenclature du champ d'application de la garantie de catastrophes naturelles et intégrer ces épisodes de grêle d'une intensité exceptionnelle? Ou à défaut, Monsieur le Ministre, devinez qui va répondre. Merci de faire pression sur les assureurs pour qu'ils agissent vite et bien. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté. Merci. Et oui, non, c'est pas Barbu. Monsieur le sénateur, monsieur le Roland sénateur Stéphane Demilly, d'abord, je voudrais m'associer à vos mots et au nom du gouvernement. Mais question intéressante. Toute ma solidarité auprès des communes qui ont été touchées, vous l'avez dit, par un épisode de grêle absolument exceptionnel. Vous m'avez vous-même montré des photos de dégâts qui sont saisissants et évidemment exprimer notre solidarité avec les populations concernées. Les collectivités territoriales concernées aussi, parce que ça a été dit, je l'ai entendu à la volée, un certain nombre de bâtiments publics ont aussi été touchés. Bah oui. Vous dire ensuite que la solidarité nationale qui s'exprime par le fameux régime des CatNat, elle a un coût. Et donc, en général, la CatNat, ça coûte plus cher qu'une assurance traditionnelle. La franchise, par exemple, en CatNat, est plus élevée. Et donc, il ne faut avoir recours à ce régime que quand on ne peut pas assurer de manière normale des risques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et j'espère que ça va durer, on verra à l'avenir, les tempêtes de grêle sont parfaitement assurables et assurées par nos compagnies d'assurance. D'accord. Vous donner un exemple, une franchise CatNat en général, c'est à peu près 280 à 300 euros. CatNat pour catastrophe naturelle. Sur la grêle, c'est 150 euros, donc on a même des franchises inférieures. Le vrai sujet, vous l'avez mentionné à la fin de votre question, c'est est-ce que les gens vont être indemnisés rapidement? Et ça, je m'y engage, vous m'avez alerté là-dessus, à ce que j'intervienne auprès des compagnies d'assurance pour que suite à l'événement de ce week-end, les assurés puissent être, en fait, comme tous les assurés de France et de Navarre, remboursés rapidement pour des dégâts importants. Il faut que les experts viennent sur le terrain. Français de Navarre, il a vraiment sorti cette expression. De manière à ce que les assurés puissent être remboursés. Je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qu'ils nous demandent et ils le méritent bien. Merci. Monsieur Demilly. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen de 2 conventions internationales avec la procédure d'examen simplifié suivie de la suite de l'examen de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. La séance est suspendue. C'est le projet de simplification? Je pose la question.
En attendant, nous, on en termine avec cette seconde partie de questions d'actualité au gouvernement. Bon, bah, il y a un coup de chaud au Sénat, hein, parce que les questions. Il y avait des questions intéressantes, mais il y a eu des questions qui étaient hors sol. Et alors, pardon, mais Monique Barbu, qui a répondu à pratiquement la moitié des questions aujourd'hui, est planée, hein, Monique. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a consommé, mais il faut faire attention quand même, hein, prévention des risques et tout. Bref, voilà. Donc, elle a quand même été à nous dire que c'est la faute du Sénat s'il n'y a pas d'adaptation au réchauffement climatique, mais que derrière, on est adapté parce que le gouvernement a tout prévu. Donc, à un moment, Monique, faut accorder les violons parce que faut le faire. Hein. Ouais, mais je suis pas sûr que les ministres aient accès à la buvette en vrai. Parce que, bon, par contre, la question de... Ah zut, j'ai plus le dérouleur là. La sénatrice LR là, qui nous a pété un câble sur les camps de concentration de migrants, c'était quelque chose. Mais pour le reste, pardon, c'est surtout le gouvernement qui a tenu la dragée haute. Hein. Monique Barbu qui a quand même réussi à fédérer tout le Sénat contre elle, ça ne se voit que très rarement. La dernière fois, c'était Roland Lescure qui était hué par le Sénat en pleine discussion budgétaire parce qu'il avait osé, pareil, remettre en cause le fonctionnement des collectivités locales. Là, Monique Barbu, elle a encore une fois, elle a pour la première fois, et dernière fois, on ne sait pas, frappez fort. En attendant, j'espère que cette VOD vous aura plu. YouTube, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à user et à abuser du super pouvoir de la gratuité en mettant un pouce en l'air, un commentaire, en t'abonnant, en partageant et en boostant cette vidéo. Normalement, ça devrait être disponible au moment où je mettrai la vidéo en ligne. Sinon, ça ne devrait pas tarder pour pouvoir donner plus d'importance et pour que plus de monde découvre le contenu qu'on fait sur cette chaîne. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.